Vous écoutez le 13e étage avec votre animateur Jean-Philippe Jalbert et ses invités JP Jalbert. Chaque semaine, on reçoit des entrepreneurs qui viennent nous parler de leur parcours et échanger sur des sujets qui les concernent. Le 13e étage, le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat, la finance et l'immobilier au Québec. Le 13e étage, on va parler des vraies affaires. 13e étage. Hey! Deuxième épisode, bienvenue au 13e étage. Hey, salut JP. Hey, c'était une belle ride d'ascenseur, ça. Hey, c'était cool, hein? Donc, Jean-Philippe Jalbert, je suis votre animateur, entrepreneur, développeur immobilier, très présent sur les médias sociaux. J'ai l'honneur d'animer ce podcast avec François Lamarche. Un honneur partagé, mon cher, un honneur partagé. Avant de parler de notre invité, aujourd'hui, on a des sujets vraiment importants. Oui. Vraiment. Excite-moi. Aujourd'hui, on va parler du rôle et l'importance des professionnels en affaires, de l'assurance de personnes dans la structure de planification financière et planification fiscale. Des sujets qu'on ne parle pas vraiment souvent, en fait. Hein? Des sujets qu'on n'aime pas parler, en fait. Exactement, puis qu'on oublie. Puis je pense que c'est important de le mentionner. Tu sais, l'impôt, c'est quand même une grosse facture fiscale quand même. Là. C'est énorme. Puis, évidemment, on va parler de fiscalité en affaires et en immobilier. Fait que, Avec qui on va parler de ça? je sais pas toi. C'est qui? Fait qu'aujourd'hui, notre invité, Olivier Paquin, avocat fiscaliste chez BMO Groupe Privé, gestion privée, en fait. Comment ça va, Olivier? Ça va très bien, vous autres? Ça va super bien. Ça va bien. Hey, merci de venir. Je suis vraiment impressionné. Un avocat fiscaliste, Big Shot, il arrive sans René Chou, moi je capote. Là. C'est vraiment sharp. Là. Ouais, puis en fait, c'est pour ça que Olivier, en fait, c'est quelqu'un qui contribue énormément sur le banc d'immobilier. Ouais. Donc, quand je fais partie, qu'on a créé avec différentes personnes qui sont impliquées en immobilier. Puis, en fait, c'est comme ça que je l'ai découvert. Le gars, il commentait, puis il donnait toujours des bonnes informations, puis vraiment sharp. Je suis vraiment content de te recevoir. Fait que, Olivier, pour la plupart des gens ne te connaissent pas parce que on connaît pas toi ces médias sociaux. Non, exactement. Puis on connaît pas tout le monde. Puis même moi, je te connaissais pas. Puis tu sais, je connais pas tout le monde. Mais tu sais, il y a bien du monde qui va nous écouter dans ce podcast-là. Pour les gens qui connaissent pas, c'est qui Olivier Paquin? C'est quoi ton parcours, tes études? Tu viens d'où? Tu fais quoi? Une grosse question. Écoute, moi, je suis un petit gars de la Rive-Nord. Je suis pas arrivé en droit c'était un peu par hasard. Je te dirais, moi, j'ai une famille de professionnels de la santé. Tout le monde m'a toujours dit, va en sciences, ça ouvre toutes les portes. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Puis écoute, moi, mon parcours est un peu atypique. Je suis rentré cégep sciences de la nature, comme je m'étais toujours parcours fait driller. Propre, là, hein? Exact. Ouais. Puis j'aimais vraiment pas ça. Puis à un moment donné, j'ai pogné un 2 minutes, puis j'ai changé de programme. Je suis allé en sciences humaines. Mon père était vraiment pas content. Puis jusqu'à date, je pense que c'est mon meilleur move que j'ai fait dans ma vie. Ça m'a vraiment ouvert les portes. C'est là où je me suis découvert personnellement. J'ai trippé psychologie, sociologie, politique. Puis, écoute, tout ça m'a amené au droit, éventuellement à l'université. Puis c'est à travers mes études en droit que le goût de la fiscalité m'est venu. Ma belle-mère, elle avait une clinique d'orthodontie, puis à un moment donné, elle s'est fait faire un planning fiscal. Puis j'ai suivi ça un petit peu de près, puis j'avais des cours en même temps en fiscalité à l'université. Puis c'est là que je me suis intéressé à l'effet financier de la fiscalité. Parce que, tu sais, la fiscalité, on peut regarder ça de différents angles. Il y a des gens qui font du litige fiscal, qui vont se battre avec les autorités fiscales devant les tribunaux. Moi, je ne fais pas ça du tout. Moi, j'utilise la fiscalité comme un outil de planification financière. Parce qu'en bout de ligne, c'est un petit peu ça que j'ai réalisé et qui m'a donné la piqûre, c'est que une personne qui peut être structurée d'une certaine façon ou d'une autre, si tu as le même prix de vente de ton entreprise, il ne te reste vraiment pas la même chose dans tes poches. Tu sais, quelqu'un qui planifie bien, disons, tu vends ta business 4 millions, si tu n'es pas bien structuré dès le départ, il va peut-être te rester 3 à la fin. Si tu t'es bien structuré, il va peut-être te rester 4 dans tes poches. Fait que c'est vraiment majeur en termes d'effets financiers. Puis, tu sais, on parle souvent dans la gestion d'entreprise, de la gestion des dépenses, augmenter les revenus, gérer les dépenses, mais ta plus grosse dépense, souvent, c'est l'impôt. Puis ça, souvent, on oublie de le gérer.
J'ai mis un mot qui a sonné là-dedans. Ouais, ça commence fort, fiscalité comme outil de planification financière. Mais, je me suis redressé, c'est hot, là, c'est vraiment nice. Là. Fait qu'on fait quoi? On réussit à pas en payer d'impôts? C'est ça qu'on veut savoir. Dans ça, c'est la grande question. Écoute, il y a bien du monde qui pense que je suis un magicien. Puis ça, c'est... La baguette magique du exact. fiscaliste. Non, c'est ça. Je vais appeler un fiscaliste qui va me faire disparaître ma facture d'impôt. Malheureusement, c'est pas de même que ça marche. C'était peut-être de même dans le temps, mais de plus en plus, à chaque budget, à chaque année, le gouvernement, il ferme des portes. Des planifications qui étaient un petit peu plus agressives, ben, on ferme les portes. Souvent, le gouvernement, il marche par patcher des trous. Fait que ça fait en sorte que la loi de l'impôt, qui avait 17 pages à l'époque, est rendue plus épaisse que la Bible. Ça fait en sorte aussi qu'à chaque fois qu'on met des nouvelles règles en place, on patche un trou, ben, ça peut couler ailleurs. Fait qu'il y a toujours des nouveaux moyens créatifs de naviguer à travers tout ça, mais ça se complexifie de plus en plus. Puis écoute, pour quoter un professeur que j'ai eu à la maîtrise en fiscalité, si la loi n'était pas aussi compliquée, on ne gagnerait pas notre vie à l'expliquer aux gens. Exact. C'est bien dit, hein? C'est bien dit. Il faut trouver une job au fiscaliste. Il faut qu'il travaille un peu. Là. Sinon, ça serait trop facile. Hein. C'est drôle, on est entouré d'entrepreneurs, nous autres ici, qui pourraient bénéficier des conseils d'Olivier présentement. Fait que, si on continue un petit peu sur ton parcours, Olivier, ça ressemble à quoi quand tu as fait l'université, tu as fait ton bac, tu as fait ta maîtrise? Après ça, comment ça s'est développé, dans le fond, ta carrière professionnelle? Je pense aussi que tu es un petit peu en immobilier. On peut peut-être aller parler de ça, puis de ton parcours professionnel, comment ça a commencé. Là, tu es rendu chez BMO Gestion Privée. C'était quoi le cheminement en ta carrière une fois sorti de l'université? Écoute, j'ai fait ma maîtrise à temps partiel en travaillant dans un cabinet d'avocats. En fait, après le bac en droit, j'ai fait mon barreau, j'ai fait mon stage, puis j'ai fait ma maîtrise à temps partiel. J'ai commencé dans un bureau d'avocat, un petit bureau à Westmount, faisait vraiment de la planification fiscale pour des professionnels, surtout des dentistes. Je suis resté là 2 ans, puis après ça, je suis allé dans un plus gros bureau au centre-ville qui s'appelle Legault Joly Tifo, qui a vraiment une clientèle de PME. Puis, écoute, j'ai beaucoup appris pendant mes années là-bas. Puis, à un moment donné, je voulais faire plus du conseil, je voulais être plus client-facing. C'était plus les associés qui avaient la relation client, puis moi, j'étais le junior en arrière qui faisait des heures facturables, qui faisait la job de bras. Puis à un moment donné, j'ai voulu sauter des étapes puis aller tout de suite devant les clients. Puis le moyen de faire ça, j'avais vu que dans les institutions financières, il y avait beaucoup de fiscalistes qui travaillaient dans la section gestion de patrimoine pour conseiller la clientèle de la gestion privée. Puis c'est vraiment un job qui est 100% client-facing, puis qui est vraiment axé sur le conseil, puis je dirais même le conseil pur dans le sens où il n'y a pas de produit, on ne cherche pas à vendre des mandats. Les mandats qui vont découler de ça sont faits par des professionnels à l'externe. Fait que c'est vraiment ça qui m'a attiré là, d'appliquer vers une institution financière comme ça. Puis là, ça fait maintenant 5 ans que je suis là. Excellent. Puis tu dirais que ça serait quoi qui te différencie des autres avocats fiscalistes? Parce que en fait, on peut peut-être clarifier avant. Tu sais, les fiscalistes, tu ne peux pas juste être fiscaliste. Faut que les gens pensent que c'est quelque chose qui est super pointu, la fiscalité, mais c'est très large. Moi, je suis un généraliste de la fiscalité. Il y a des gens qui font, comme je disais tantôt, du litige fiscal, que eux, tout ce qu'ils font, c'est une fois que quelqu'un s'est fait cotiser par l'impôt, ils vont défendre ce contribuable-là contre l'Agence du revenu ou Revenu Québec devant les tribunaux. Ça, c'est une chose. Il y a des gens qui font que de la TPS-TVQ, il y a des gens qui font que des sociétés publiques, il y a des gens qui font que des sociétés privées, il y a des gens qui font que de la compliance, dans le sens qu'ils révisent des déclarations d'impôts. Des déclarations d'impôts de multinationales, c'est un travail de longue haleine. Ça ne se fait pas en 2 semaines. Fait qu'il y a des gens qui font ça, qui ne font que ça. Moi, je suis vraiment dans la planification fiscale des propriétaires de PME. Fait que je me considère pas comme un spécialiste de la fiscalité, je suis un généraliste, mais moi, ma job, vraiment, c'est de vulgariser souvent des concepts. C'est quelque chose qui est très complexe, la fiscalité. Puis souvent, les clients, ils ne veulent pas donner un chèque en blanc à leur comptable, à leur avocat, parce qu'ils chargent à l'heure. Fait que même s'ils comprennent plus ou moins le outcome puis le comment du pourquoi, la structure,
Ils veulent pas nécessairement en savoir plus parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un bill à la fin. À chaque fois qu'ils appellent, ils reçoivent une facture. Fait que c'est un petit peu ça mon rôle, c'est de vulgariser, d'amener un œil plus indépendant, puis de donner une deuxième opinion, en fait. Puis, tu sais, de trouver des risques, des opportunités dans la situation des clients que je rencontre. Puis comment ça a commencé l'immobilier? Parce que là, je me demande comment tu fais pour faire de l'immobilier en même temps. C'est incroyable, honnêtement. C'est vaste, hein? Ouais, c'est OK, il travaille, puis... fait que, tu sais, parle-nous un peu de ton parcours en immobilier. Comment ça a commencé? Comment... Écoute, ça vient de mon père. Je disais tantôt que je venais d'une famille de gens de la santé. Mon père faisait de l'immobilier on the side depuis avant que je naisse. Fait que j'ai été habitué pas mal là, à le suivre dans ses rénaux. Il faisait beaucoup de choses lui-même. Il mettait beaucoup de jus de bras. Écoute, il a déjà creusé un sous-sol dans un 5-plex à la petite patrie au pic puis appel. On verra plus ça aujourd'hui. En tout cas, c'est ça. Fait qu'il a mis beaucoup de jus de bras. Puis écoute, quand j'étais jeune, je le suivais un peu partout. Puis j'ai comme baigné là-dedans pendant que j'étais plus jeune. Puis en vieillissant, j'ai comme compris l'effet de levier que ça peut amener, puis l'indépendance, puis surtout les revenus passifs. J'ai compris que tu n'avais pas nécessairement besoin de travailler dans la vie pour faire de l'argent. Tu peux avoir de l'argent qui travaille pour toi. C'est le fun d'avoir plusieurs sources de revenus, hein, exact. Qui sont pas nécessairement Fait que c'est un peu ça qui m'a allumé. Puis écoute, je me suis lancé assez rapidement. J'ai été chanceux parce que quand j'ai commencé à travailler, je suis pas tombé dans le piège, si on veut, là, de tous les jeunes avocats qui avaient eu des stages dans des gros bureaux, faisaient un gros salaire, la Audi, le condo à Griffintown. Je suis resté un peu plus low profile, j'ai pas trop augmenté mon niveau de vie, fait que ça m'a dégagé assez de jus pour commencer à investir en immobilier. C'est sûr, j'ai eu un petit coup de pouce de mon père. Là. Il me manquait un peu de mise de fonds. Il m'a fait un prêt. On prend tout ce qui passe, c'est clair. Puis, mais écoute, je l'ai bien utilisé. Puis, de fil en aiguille, ça fait 6 ans que j'ai commencé à faire ça. Puis là, je suis rendu à une trentaine de portes. Trentaine de portes? T'as quel âge? Hein? Puis, 34. Wow. Puis là, ça commence à être un vrai challenge là, de gérer la carrière. Je fais toute la gestion moi-même, la prospection, les acquisitions. Puis là, je suis nouvellement papa, fait qu'il y a une nouvelle... Félicitations, c'est beau, ça. Exact. Excellent. Puis, tu sais, nous, en fait, dans la présentation des invités, ce qu'on aime aller chercher, c'est leur opinion sur l'entrepreneuriat, puis tu es entrepreneur à ta façon dans ta business d'immobilier, mais aussi dans la business, je dois dire, de fiscaliste, avocat. Puis, évidemment, tu vois des gens très fortunés. Là, quand on s'est parlé un petit peu avant l'entrevue, tu es allé au rendez-vous d'une personne, je pense que c'est quoi, à 90 millions de valeur nette. Puis je pense que c'est ton pain puis ton beurre. Là, c'est la clientèle quand même fortunée, très fortunée. Là, high wealth. Là. Oui, ce qu'on appelle les high net worth puis ultra high net worth. Ça, c'était clairement un client ultra. Mais oui, en fait, pour être client de la gestion privée, il faut avoir soit 1 million d'actifs investissables en placement ou 1 million de dettes du côté bancaire. Fait, je dirais 95% de mes clients, c'est des millionnaires. Fait que je fais ça à journée longue. Je suis complètement décomplexé par rapport à l'argent. J'en parle à journée longue. Fait que j'ai vu beaucoup de choses au fil des années. Puis ça m'a allumé une coupe de lumière sur quoi faire, quoi ne pas faire. Puis c'est sûr, c'est motivant aussi de toujours côtoyer du monde qui ont réussi. C'est sûr, quand on parle d'entrepreneuriat, il y a malheureusement pas tout le monde qui réussit. Puis écoute, l'entrepreneuriat, c'est pas une ligne droite non plus. Là. C'est souvent essai-erreur. Puis, mais non, c'est super motivant, je trouve, de pouvoir côtoyer ce genre de qualité de personnes-là au day-to-day. Ça doit être quand même assez inspirant des fois d'entendre les histoires ou les histoires à succès que ces gens-là ils ont eu ou même les échecs, dans le fond, là, de le partage qu'ils peuvent avoir dans leur cheminement. Ouais. Là. Ça, puis les challenges aussi, ça amène d'autres sortes de problèmes aussi d'avoir des patrimoines de cette grosseur-là aussi, des chicanes de famille, de comment on transmet ça à la prochaine génération. Des fois, les gens ont certains enfants qui réussissent très bien et qui gèrent très bien l'argent comme tel. Il y en a d'autres qui, ça leur brûle des mains. Puis là, tu vas être équitable envers tes enfants.
mais tu veux pas mettre la bisbille non plus. Fait que c'est vraiment des décisions, des discussions très, très le fun à avoir. Des fois. T'as dit un mot qui me touche personnellement parce qu'on en parle souvent. Puis François, c'est un ami personnel aussi. Égal ou équitable? Hein? Ça, c'est la grande question, exact. Équitable ne veut pas dire égal. Exact. Ça arrive souvent dans des contextes de relève d'entreprise où tu as un enfant qui est impliqué dans la business, puis l'autre, il est devenu médecin, puis il s'en fout complètement de l'entreprise. Fait que celui qui a contribué à créer de la valeur dans l'entreprise, si tu lui donnes la même part à ton décès que l'autre enfant qui n'a jamais rien fait, est-ce que c'est équitable? C'est souvent... On pourrait rouvrir beaucoup de débats ici à plusieurs tables de discussion assez intéressantes. On aime ça jouer avec les mots. On a eu la semaine passée Michel Labarre qui nous a fait des phrases quand même coup de poing. À vision, hein, on s'en Ouais, souvient. exactement. Puis tu sais, il y a égal puis équitable. Puis tu disais, tout ce qui est égal n'est pas nécessairement équitable, mais tout ce qui est... Je pense que équitable n'est pas nécessairement égal, mais égal n'est pas nécessairement équitable non plus. Ça dépend vraiment de la perception qu'on le prend. Puis ça m'amène à tu vois beaucoup de clients millionnaires, on va le dire, des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont est-ce que... En fait, je vais poser la première question en premier. Est-ce que c'est tous des gens qui ont hérité ou que ça vient d'un patrimoine ou c'est beaucoup qu'on dit des self-made, des gens qui ont créé leur propre fortune? Je dirais que c'est majoritairement des self-made. Au Québec, on n'a pas une tradition de trust fund baby, de vieil argent qui se passe de génération en génération. Je pense, là, en ce moment, les baby boomers, c'est la première génération qui a vraiment créé de la richesse qui va se passer d'une génération à l'autre. Puis on est vraiment là-dedans en ce moment. Ils disent que dans les 10 prochaines années, il va y avoir 75% des propriétaires de PME qui vont transférer à la prochaine génération. C'est majeur, mais non, c'est vraiment, je te dirais, majoritairement des self-made men. Puis, en fait, je vais la poser. On avait des questions pour les invités, mais en fait, je vais y aller à deux volets dans ton cas parce que tu vois beaucoup de clients aussi. Je vais y aller avec... c'est quoi les enjeux que toi, tu as vécu, mettons, soit en immobilier ou dans ton début de carrière ou dans ta carrière, puis c'est quoi les enjeux que tu vois de tes clients entrepreneurs qui sont maintenant rendus à un stade où peut-être dans la transmission? C'est quoi les enjeux qu'ils ont vécu? Puis c'est quoi tes enjeux personnels aussi que tu vis, soit dans ta job ou en immobilier? Écoute, personnellement, moi, j'ai eu plusieurs challenges là, dans ma jeune carrière d'investisseur immobilier. Choix des partenaires financiers. J'ai fait des mauvais moves, on va se le dire. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Je me suis attaché les mains avec des taux fixes 5 ans alors que j'aurais pu tirer sur mon équité après 2 ans. Puis faire travailler cette équité-là ailleurs. Mais bon, j'ai appris. Je sais que je ne vais pas renouveler avec ce même partenaire-là financier au renouvellement. Puis sinon, récemment, c'est sûr, la pandémie, ça m'a donné un peu un coup de pelle d'en face. Moi, je suis majoritairement à Montréal pour les immeubles que j'ai. Montréal a été celui qui a le plus souffert là, en ce moment de la pandémie parce que tout le monde s'en va en banlieue. Une grosse exode qui s'est effectuée. Tout le monde cherche plus d'espace. Fait que ça n'a pas été facile la location depuis le début de la pandémie. Ça, c'est plus des challenges personnels, mais je te dirais, si je parle plus pour la clientèle de par mon travail chez BMO, la question de la transmission du patrimoine à la prochaine génération, c'est vraiment quelque chose qui revient très, très, très souvent sur la table. Ça, c'est plus des enjeux personnels que les entrepreneurs vivent. Puis c'est souvent quelque chose qui est ignoré ou qui n'est pas couvert par les professionnels réguliers, là, les comptables, les avocats, les notaires, qui gravitent autour de ces gens-là. Sinon, je te dirais souvent, c'est un manque de préparation ou un manque de bien s'entourer de la bonne équipe. Ça arrive très souvent, un client entrepreneur qui arrive puis il veut vendre sa business. Fait que là, il veut pas payer d'impôts. Fait que là, il appelle un fiscaliste puis il pense qu'on va faire disparaître la facture, on va donner un coup de baguette magique. Mais ça se prépare, ça. Malheureusement, on planifie en avant, mais on ne planifie pas en arrière. Fait que si tu arrives à minuit moins une, puis que tu veux mettre en place une structure, tu as entendu parler d'une fiducie familiale, c'était magique, puis ça faisait disparaître de l'impôt. Il y a une mécanique à tout ça, puis cette mécanique-là, elle ne se fait pas à minuit moins une.
C'est pas le beau-frère au coin de la table avec un verre de vin qui va nous expliquer comme il faut. Là, hein? Exact. Ben moi, honnêtement, j'étais un peu déçu parce que nous, on t'invitait pour dire que genre c'était facile la fiscalité puis que ting, les pensées magiques. En fait, c'est ça le show. On parle de la facilité. On est un peu déçus, honnêtement. Mais c'est drôle, hein? La semaine passée, on parlait encore de ça. Puis on parlait de transmission puis de partenaires. Puis là, c'est vraiment des enjeux majeurs qu'on vit là, en tant qu'entrepreneur. Comment faire ça? Puis je suis content qu'on va aborder. Je pense dans la deuxième partie de l'entrevue aujourd'hui, on va aller plus dans le détail versus ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'oreilles qui ont hâte d'entendre des mots sans nécessairement aller trop profond dans les conseils, évidemment, parce que on a de la business à faire aussi. Là. Ouais, puis tu sais, ils chargent 400$ de l'heure. Exact, on va faire attention. Mais non, mais tu sais, avant d'aller justement dans les sujets, puis tu sais, on va prendre une pause bientôt. Je vais te poser encore les questions à deux volets. Tu sais, c'est quoi tes plus grands succès ou tes forces dans ta carrière de investisseur et avocat fiscaliste? Puis la même chose pour tes clients. Tu sais. C'est quoi leur force? C'est quoi leur réussite? Puis qu'est-ce qui fait que ces gens-là, mettons, globalement, tu fais comme, hey, tous ces gens-là ont des capacités ou des qualités communes? Je dirais les entrepreneurs que moi j'ai rencontrés qui ont le plus réussi, c'est qu'ils ont été capables à un certain moment donné dans leur carrière de se détacher des opérations puis de travailler sur la business et non pas travailler dans la business. Puis ça, c'est quelque chose qui est dur à faire pour un entrepreneur parce que souvent, c'est des gens qui ont une personnalité un petit peu control freak, ils veulent tout que ça soit fait à leur manière. Ils ont de la misère à déléguer, mais vraiment, les gens que j'ai vus qui ont le plus scalé leur business, c'est les gens qui, à un moment donné, justement, ils ont mis des bonnes personnes en place, puis ils ont réussi à se détacher des opérations, puis à travailler sur la business et non pas dans la business. Puis... Wow. J'aime ça. Des fois, c'est de la belle musique. Tu sais, des fois, je suis comme 2 secondes à faire comme, je réponds quoi à ça? C'était tellement bon. Non, mais il l'a bien vulgarisé parce que c'est des choses qu'on... Ah, tout à fait. En entrepreneur, moi aussi, on fait face à ces défis-là, puis effectivement, tu le réalises des fois un peu trop tard aussi. Parce que il faut que tu te mettes aussi dans la peau d'un acheteur. Moi, si je suis un acheteur, puis je veux acheter ton entreprise, si toi, tu es partout, tu es le gars qui gère les clients, qui gère les fournisseurs, si toi, tu n'es plus là, est-ce que la business peut rouler en mode autonome? Moi, si tu n'es plus là, j'ai plus de risques que le chiffre d'affaires baisse, que je perde des clients, que je perde des fournisseurs. Fait que le plus l'entrepreneur est impliqué dans la business, le plus de risques un acheteur va prendre quand il va acheter. Oui, tu as beau avoir des clauses où la personne va rester en poste pendant 2-3 ans. Souvent, l'entrepreneur qui se fait acheter, il se retrouve employé dans sa propre boîte. Ça ne fait pas son affaire. Après 1 an, il part. Là. Il est parti. Ouais, il lève les feux. Il ne voudra pas rester dans cet environnement-là. Puis l'exemple, moi, qu'on me dit souvent puis qu'on m'a raconté, un chirurgien, ça ne lave pas ses outils. Non, mais il est là pour opérer. Il n'est pas là pour laver. Il n'est pas là pour laver la salle. Lui, il arrive, il fait qu'est-ce qu'il a à faire? C'est laver. C'est laver. C'est opérer. T'sais. Lui, il ne s'occupe pas du reste. Puis je pense que ça fait du pouce un peu sur ce que tu dis. Puis je l'ai vécu moi-même dans ma business où à un moment donné, je faisais tout. Puis là, je suis rendu que j'ai 3-4 employés. Puis il manque de temps encore. Fait que c'est quand même incroyable. Tu te dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Fait que je pense que c'est un bon conseil. C'est un enjeu hein, de ne pas porter tous les chapeaux, exact. C'est ça. Incroyable. C'est un défi aussi pour l'entrepreneur là, d'être capable de faire ça. Puis en terminant, ça serait quoi les conseils que tu donnerais à un jeune entrepreneur ou à des jeunes qui veulent aller en fiscalité comme avocat ou des conseils que tu as eus de peut-être de tes clients? Je vais toujours y aller en 2 volets parce que je trouve ça intéressant. Ce serait quoi les conseils qu'on donnerait à des jeunes entrepreneurs qui écoutent et qui disent hey, moi, je connais pas ça, j'ai peut-être le goût de me lancer. Ça serait quoi tes conseils? Définitivement de s'entourer des bonnes personnes. Je pense que je prêche un peu pour ma paroisse, mais je pense que ça évite de faire des erreurs coûteuses down the road. Il ne faut pas juste voir les professionnels comme étant des dépenses. Il faut le voir comme un investissement ou un coût d'opportunité, en fait. Si ça t'empêche de faire un mauvais move qui aurait été coûteux, ça va t'avoir rapporté souvent plus que ça va avoir coûté. Fait que définitivement, s'entourer des bonnes personnes. Sinon, écoute... Il n'y a pas un entrepreneur déjà qui t'a dit « Je te fais de lanceur d'affaires, mon jeune. C'est ça que ça te prend. » non? Ben, c'est sûr qu'il ne faut pas tomber non plus dans le analysis paralysis, de trop analyser une situation. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de se lancer et d'apprendre quand on est face à un problème. Quand tu es face à un problème,
tu vas trouver une solution pour te démerder. Tandis que si tu es assis dans ton salon et que tu es en train de faire ton plan d'affaires, ta motivation ne sera pas la même que si tu es dans le feu de l'action et que tu es en train de te démerder. Là. C'est drôle, hein, parce que tantôt, j'ai mon équipe de Luxe Image qui sont commanditaires officiels aussi puis qui produisent le show. Puis tantôt, je disais, ah là, c'est pas parfait. Là, Geneviève me dit, tu sais quoi, au moins tu le fais. Fait que, tu sais, des fois, c'est de dire, c'est pas parfait, on l'améliore, puis ça va évoluer, puis on sait pas trop où on s'en va avec ça, mais à date, c'est cool. Puis je pense que c'est un peu ça, tu sais, quand tu dis analyse paralyse, des fois, quand on analyse trop, on overthink, mais des fois, ça arrive qu'on fait pas rien. T'sais. On manque l'opportunité aussi. On manque l'opportunité parce que des fois, il faut bouger vite. Que ce soit en immobilier, que ce soit tes clients dans certaines opportunités où tu achètes une business, tu as une décision d'affaires à prendre. Il faut que ça bouge rapidement. Je crois beaucoup en la règle, le 80-20. Là. Is it good enough? Oui, ben OK. Il faut pas que tu sois sûr à 100% de chacun des moves que tu fais. Faut que tu y ailles un peu au pif là, de temps en temps parce que sinon, tu n'avanceras pas. 25 minutes, la première pause. Olivier, merci beaucoup pour le partage. On va parler des sujets après la pause. Avant de poursuivre, on peut suivre tous les épisodes, tous les anciens épisodes, les futurs, sur le site web du 13e étage, donc le 13eétage.com et sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple, Google, Balado Québec et YouTube. On se voit après la pause. Merci à nos commanditaires officiels. Luxe Image Solutions, agence visuelle immobilière, équipe technique et photographe officielle du 13e étage. Ils font de la photo, vidéo, drone, visite virtuelle, rendu 3D, home staging virtuel et bien plus. La Taverne Midway, siège social du podcast Le 13e étage, institution mythique et voire emblématique à Montréal. Nos commanditaires or, les gins québécois Bleu Royal et Jardin Verdé de la distillerie Blue Pearl. Les microbrasseries québécoises Trou du Diable et Brasseurs de Montréal, Imo Finance 911, Thé à boire Mana, DL Performance, François Lamarche, courtier hypothécaire résidentiel multiprêt, Immobilier Jalbert, nos commanditaires argent, Wi-Fi Estrie et Prestiplex, et finalement Ziplex. Merci à tous. Fait qu'on est de retour au 13e étage après la pause. J'avais oublié de partir la musique tantôt. Ouais, regarde, on commence. Hein? JP, on est tellement dedans qu'on pense pas à toutes ces... Tu sais quoi le pire, c'est que je dis ça, puis dans le fond, peut-être qu'on va avoir la musique parce qu'on l'a mis juste comme en fade out dans le montage. On a une super équipe chez Luxe Image. Hein? Exactement. Fait que, en effet, on a une super bonne équipe qui nous aide, puis qui ont pensé au concept, puis qui sont là pour nous aider. Et là, JP, là, on a Olivier avec nous autres. Là. Ouais. Olivier, c'est une sommité dans son monde. Là. On peut-tu en parler de la fiscalité, Colin? Exact. Là, Olivier... tu nous avais mentionné des sujets que tu avais le goût de parler, puis c'est des sujets qu'on avait relevés aussi. On va y aller en pas de pourri. Pas de pourri. En pas de pourri? En pas de pourri. Et là, ça, c'est OK, on mettra ça en... Oui, on mettra en notre sujet sur en fait, je vais les nommer, puis après ça, on les décortiquera. Puis je pense qu'on est capable de faire... écoute, on a 35 minutes parce qu'on ne veut pas dépasser l'heure. Ça dépasse, ça dépasse. Mais d'après moi, on va avoir du jus pas mal là-dedans. Écoute, je pense qu'on pourrait poser bien des questions pendant bien des heures. Fait qu'on commence, dans le fond, tu nous avais nommé des sujets. Le rôle puis l'importance des professionnels en affaires, l'assurance de personnes dans la planification fiscale puis planification financière, le concept de la retraite, imagine-toi donc. Puis, tu voulais faire un lien aussi avec le transfert d'entreprise. Puis, pour finir, en fait, l'investissement dans les marchés ou en immobilier? Parce que, en plus, big tu fais question. Big question. En plus, lui, on ne fera pas un mauvais jeu de mots. Il peut faire l'avocat du diable. JP, ça va dans la facilité. Ici. Ah, écoute, on est là pour avoir du fun aussi. Hein? Puis, tu sais, Bleu Royal nous fournit des petits drinks avec des fois, ça se peut qu'on m'écoquait un peu. Mais on va commencer avec, tu sais, dans le fond, tu voulais parler du rôle d'importance. On en a parlé un petit peu tantôt. J'ai le goût que tu élabores là-dedans, puis peut-être tu nous présentes un peu des scénarios types de stratégie, puis combien ça coûte versus combien que ça sauve. Puis, de le voir vraiment, tu parlais d'investissement. Mm-hmm. Souvent, on voit la facture, on fait comme aïe, 35 000 d'avocat fiscaliste, ça n'a pas de bon sens, c'est tous des voleurs, des requins. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de genre de scénario type que tu fais avec des clients. Oui, bien écoute, moi j'ai toujours vu la planification fiscale comme étant un investissement et non pas une dépense, là, comme je disais tantôt. Puis c'est sûr que c'est pas toi qui fais le chèque. Hein? Pour donner un exemple, écoute, il y a un gros bonbon dans la loi de l'impôt pour les entrepreneurs, ça s'appelle l'exemption de gain en capital. Okay? L'exemption de gain en capital, c'est quand on vend les actions d'une petite entreprise, puis qu'on se qualifie à certains critères,
on a droit à un premier, le montant pour 2021, c'est 892 000, disons 900 000. Le premier 900 000 de gain en capital, il est libre d'impôt. Fait que si on fait un petit calcul rapide, là, c'est 225 000 à peu près là, d'économie d'impôt. C'est pas du report d'impôt, c'est vraiment une économie pure. Fait que c'est super intéressant. Puis ce qui est encore plus intéressant, c'est que si on planifie comme il faut d'avance, puis qu'on fait détenir nos actions par une fiducie familiale, puis que la valeur, la croissance qui se crée sur les actions est dans la fiducie, au moment de la vente, c'est la fiducie qui va réaliser le gain, puis elle va se retourner de bord, puis elle va attribuer le montant de l'exemption, le 900 000, à chacun de ses bénéficiaires. Souvent, c'est conjoint, conjointe, enfant 1, enfant 2. Fait qu'on peut, dans le fond, multiplier l'exemption de gain en capital par le nombre de bénéficiaires. Donc, de la pas partager, mais multiplier. Chacun aurait le droit à ce chaque gain-là. bénéficiaire a droit à sa propre exemption. Fait que mon exemple tantôt où je disais, si on vend une business 4 millions puis qu'on n'a pas de fiducie familiale, l'entrepreneur a droit à une exemption. Fait qu'il y a un 900 000 qui est exempté d'impôt. Le reste de la transaction, il est imposable. Mais la règle là-dedans, c'est que l'entreprise est détenue par la fiducie. Exact. Okay. Puis il faut que la valeur de l'entreprise soit créée pendant que la fiducie est actionnaire. Parce que je ne peux pas arriver à minuit moins une puis dire je vais transférer mes actions qui valent 4 millions dans ma fiducie puis mon 4 millions, je vais pouvoir le splitter. Non. Comme j'ai dit tantôt, on ne peut pas planifier le passé, on peut seulement planifier l'avenir. Fait que si je veux rentrer une fiducie dans le portrait, dans mon actionnariat, puis que ma business vaut déjà 4 millions, moi, je vais avoir 4 millions qui vont m'appartenir personnellement parce que, dans le fond, on vient isoler la valeur actuelle dans les mains des actionnaires existants. Puis là, tu as un nouvel actionnaire qui est la fiducie qui rentre dans le portrait, qui, elle, va accumuler la plus-value à partir de ce moment-là pour le futur. Y a-t-il un transfert au niveau de la gain capital si jamais l'entreprise est transmise à la fiducie? Donc, je sais pas, mais l'entreprise est acquise au coût d'1 million, elle est transmise à la fiducie au moment qu'elle valait 4 millions. Y a-t-il déjà une présomption ici? Si je veux, moi, transférer la valeur que j'ai déjà dans mes mains à la fiducie, oui, il y a une disposition présumée, fait que ça devient imposable. Donc, c'est pour ça, quand je disais tantôt, il y a vraiment une question de timing. C'est pas juste d'arriver à minuit moins une, dire j'ai reçu une lettre d'intention, il y a quelqu'un qui veut m'acheter, on va mettre une fiducie familiale en place, puis je vais sauver de l'impôt. Non, il faut que la fiducie soit là depuis longtemps, puis il faut qu'il y ait eu de la croissance depuis que la fiducie a été mise en place pour que la valeur des actions de la fiducie soit assez importante pour pouvoir séparer cette valeur-là entre les bénéficiaires. Donc, c'est super important. Là. Est-ce qu'à ce moment-là, au moment où tu crées ton entreprise ou que tu achètes ton entreprise, est-ce que ça devrait toujours être systématiquement fait ou c'est vraiment dans des cas spéciaux? Ou? C'est une super bonne question. Écoute, moi, non, pas tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est sûr que ça coûte quand même assez cher faire ce genre de structure-là. Moi, je dirais le meilleur timing, c'est à partir du moment où ta business vaut plus que le montant de ton exemption personnelle, là, fais le move de rentrer une fiducie dans ton actionnariat. Fait que si ta business vaut à peu près 1 million, 900 000, 1 million, là, va voir un fiscaliste puis rentre une fiducie dans le portrait. Parce que faire ça tout de suite au début, je pense que c'est des dollars un peu mal investis dans le sens où les entrepreneurs, ils ont d'autres chats à fouetter. Là. Souvent, quand on part une business, on gratte les fonds de tiroir puis on a de la misère à trouver du financement. Fait que c'est mieux de mettre cet argent-là ailleurs. Mais à partir du moment où on arrive à une valeur d'à peu près 1 million, je pense que c'est un bon timing là, pour faire cette structure-là. J'ai le goût de faire du pouce un peu, Olivier, avec le transfert d'entreprise. Tu sais, on parle de planifier. Puis, tu voulais parler du transfert. Je pense qu'on pourrait en parler un peu là. Puis, tu sais, moi, j'ai une question qui me vient en tête. Tu sais, je vous écoutais parler, puis je suis comme, c'est vraiment intéressant. Mais c'est quoi le délai pour planifier ça? Parce que ça fait quelques fois que tu te dis, puis on dirait que ça sonne toujours dans mes oreilles à chaque fois que tu te dis, on ne peut pas planifier le passé. Moi, mettons, j'ai une business qui vaut 5 millions. Elle ne vaut pas ça en passant, là, pour les gens qui nous écoutent, là, mais mettons, j'ai une business de 5 millions éventuellement dans le futur, puis éventuellement, je veux transférer ça à ma succession ou à mes enfants, ces choses-là. C'est quoi les choses à penser? C'est quoi le délai pour penser à ces différents éléments-là pour arriver à une bonne planification, un bon transfert, que ce soit à des enfants ou peut-être à une vente à ce moment-là? Là, souvent, quand on pense transfert ou vente, c'est le même processus, dans le fond, si je veux intégrer un enfant dans l'actionnariat ou une fiducie familiale. Préalablement à ça, il faut que je fasse un gel successoral. Donc, un gel successoral, c'est que je viens geler la valeur actuelle de la business dans les mains des actionnaires existants. Fait que si je
si tu es le seul entrepreneur, tu es le seul actionnaire, bien, on va venir geler le 5 millions dans ton exemple, dans tes mains à toi. On va venir échanger tes actions ordinaires contre des actions privilégiées qui ont une valeur fixe. Puis à ce moment-là, on remet les compteurs de la valeur à zéro. Puis il y a un nouvel actionnaire qui peut rentrer dans le portrait puis récolter la plus-value future. Que ce soit un enfant, que ce soit une fiducie. Souvent, quand on parle de relève familiale, on fait ce move-là. Dépendamment de l'âge des enfants, on va mettre les enfants directement actionnaires ou dans une fiducie familiale. Puis la décision de un ou l'autre, ça va être est-ce qu'un enfant il est déjà mature, impliqué? Si l'enfant a 35 ans, il performe bien dans l'entreprise, on voit qu'il y a ce qu'il faut pour prendre les rênes, on peut l'impliquer directement tout de suite. Mais si on n'est pas sûr, puis on n'est pas sûr, il y a peut-être un deuxième enfant plus jeune qui ne s'est pas encore pleinement développé, on n'est pas sûr ça va être quoi la place de ce deuxième enfant-là, bien, de rentrer une fiducie à la place des enfants directement, ça nous donne une flexibilité parce que dans le fond, la fiducie, elle va accumuler la valeur à partir de ce moment-là, mais chacun des enfants va être bénéficiaire. Fait qu'on a comme une fenêtre de 21 ans parce que les fiducies, normalement, tu as une disposition présumée après 21 ans. Fait que tu as comme 21 ans pour décider à quel bénéficiaire je vais attribuer cette valeur-là puis dans quelle proportion. Fait que ça donne de la flexibilité dans ta relève d'entreprise. Donc, ils deviennent bénéficiaires, mais pas nécessairement actionnaires, même si on a la fiducie. OK, exact. Exact. Fait que la fiducie, c'est elle qui récolte la valeur. Chaque membre de la famille est bénéficiaire. Fait que ça nous donne aussi la flexibilité à l'entrepreneur qui a gelé sa participation à 5 millions dans l'exemple. Si la business vaut 7 millions plus tard, mais là, il y aurait un 5 millions personnellement, l'entrepreneur, puis un 2 millions qui est dans la fiducie. Si l'entrepreneur il vient à la conclusion qu'il n'y a aucun de mes enfants qui va reprendre la business, puis moi, ce 2 millions-là, je veux le dépenser à ma retraite, il peut se le réattribuer parce que lui aussi, c'est un bénéficiaire de la fiducie. Fait que quand je parle de flexibilité... Une fois comme actionnaire et une fois comme bénéficiaire à ce moment-là. Exact. Okay. Exact. Fait que ça donne une super belle flexibilité dans l'attribution de la valeur. Puis ça peut être aussi intéressant du côté relève dans le sens où si, disons, on transfère cette valeur-là aux enfants puis qu'ils veulent racheter la participation du père, bien, ils vont déjà avoir une certaine valeur personnelle qu'ils vont pouvoir aller donner en garantie à la banque pour avoir du financement pour pouvoir racheter le père. Chose qui n'est pas possible si on veut les embarquer et qu'ils n'ont absolument rien en termes de valeur nette. J'explore, je passe dans ma tête, ça roule. Là. C'est le fun ce que j'entends là. Puis je me dis, au niveau d'un investisseur immobilier, est-ce qu'il pourra avoir une stratégie similaire à ça versus une fiducie? Parce que là, ben, s'il y a un décès ou quelque chose comme ça, il n'y a pas les présomptions de vente de propriété. Est-ce que ça pourrait être fait aussi au niveau fiscal pour un investisseur immobilier? Pour l'investissement immobilier, malheureusement, on n'a pas droit à l'exemption de gain en capital. Fait que si on détient de l'immobilier dans une Inc., on n'a pas droit à l'exemption de gain en capital parce que l'investissement immobilier dans une Inc., c'est considéré comme étant du revenu passif. C'est du revenu de placement. C'est pas du revenu d'entreprise. Fait que tantôt, je disais que cette exemption-là est seulement disponible pour des actions de petites entreprises. C'est ça. Tu peux-tu définir, parce que tantôt tu l'as parlé, puis là je me dis, je l'ai interrompu, puis j'étais parti. C'est quoi une petite entreprise pour le fisc, dans le fond? Ça peut être intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être on parle beaucoup de compagnies opérantes, compagnies passives. Puis, by the way, pour les gens qui nous écoutent, c'est considéré passif, mais l'immobilier, c'est pas passif. Hein. Non, définitivement pas. Ouais, c'est ça. Je pense que je fais juste une définition ici. Là. Je fais juste un petit aparté là, pour les gens qui font de l'immobilier, c'est pas passif. OK? On va dire ça tout de suite, on va mettre ça au clair. Mais peut-être, tu peux expliquer c'est quoi les actions d'une petite entreprise ou c'est quoi la définition d'une petite entreprise selon le gouvernement? Parce que c'est eux qui on n'est pas toujours d'accord, mais c'est... ça prend vraiment une activité commerciale. Dans le fond, c'est pas quelque chose qui est passif. C'est pas des placements boursiers, c'est pas des obligations, c'est pas de l'immobilier. Dans le fond, c'est n'importe quoi qui comporte un risque, une activité commerciale. Ça peut être une business de service, ça peut être une business manufacturière. Il y a plusieurs exemples, mais ça prend vraiment un risque là-dedans, en fait. Là. Vraiment, qu'est-ce qu'on appelle une compagnie opérante, finalement. Exact. Puis quand je parlais tantôt de l'immobilier, c'est ça, c'est que c'est considéré comme étant du revenu passif. Donc, on ne se qualifie pas pour
la définition d'une petite entreprise opérante. Fait qu'on n'a pas droit à l'exemption de gain en capital. Par contre, si on a de l'immobilier dans une Inc., on peut toujours faire la stratégie de gel successoral, dans le fond, de geler la participation d'un actionnaire au bénéfice d'un nouvel actionnaire, dans un optique de transmission de patrimoine et non pas en termes d'optimisation fiscale pour aller chercher des exemptions de gains en capital. Donc, un père qui veut geler sa valeur-là pour laisser le jeune croître dans l'entreprise avec ses propres actions, en fait, sa nouvelle valeur à lui de ce qu'il va apporter comme plus-value à l'entreprise. Exact. Parce que ça arrive souvent en immobilier qu'on a une facture d'impôt au décès qui est astronomique. Parce que du gain en capital, en fait, c'est déclenché à 2 événements, soit au moment d'une vente ou au moment du décès. Fait que quand on décède, on est présumé vendre tous nos actifs à la valeur marchande. Fait qu'on a du gain en capital. On peut avoir la récupération d'amortissement si on détient les immeubles personnellement. Fait qu'on peut avoir une facture d'impôt assez salée. Puis souvent, malheureusement, les propriétaires immobiliers sont asset rich, cash poor, dans le sens où ils ont beaucoup d'actifs, ils ont une grosse valeur nette, mais ils n'ont pas nécessairement des liquidités. Fait que si on veut éviter de devoir vendre un immeuble ou de le réhypothéquer pour payer l'impôt, ça peut être une belle stratégie de geler la participation des parents au bénéfice des enfants pour leur transmettre ce patrimoine-là. Ça m'amène un peu à penser au point 2. Est-ce qu'on peut faire un lien avec l'assurance en affaires versus, mettons, cette fiscalité-là? Est-ce qu'à ce moment-là, une assurance vie peut venir faire en sorte qu'on protège ça? Je ne sais pas, on l'imagine, je pense que tu le coules bien là, à ce moment-là. Oui, définitivement, l'assurance, ça s'inscrit dans une planification successorale de transmission de patrimoine. Puis l'assurance, c'est très vaste, mais moi, je le vois comme un outil d'optimisation de la succession nette, dans le fond. Je veux qu'il en reste plus à mes enfants que si j'ai le statu quo, j'ai une facture d'impôt au décès, qu'est-ce qui va rester à mes enfants? Est-ce que je suis capable de maximiser ce que mes enfants vont recevoir au net après impôt? Puis l'assurance s'inscrit directement là-dedans. Il y a vraiment 2 grands types d'assurance. Tu as l'assurance temporaire puis tu as l'assurance permanente dans l'assurance vie. L'assurance temporaire, souvent, ça vise à protéger. On veut protéger un risque pendant une certaine période. C'est souvent, on appelle une T10, une T20. Bien, c'est une temporaire 10 ans, temporaire 20 ans. Souvent, c'est pour couvrir un prêt ou quelque chose comme ça, ou un prêt temporaire. Quelqu'un va prendre une hypothèque ou un financement, il va protéger ce financement-là, mais ce n'est pas en prévision d'une fiscalité de retraite ou de succession. Là. Exact. On veut couvrir un risque pendant une certaine période. Tandis que l'assurance vie permanente, c'est pas est-ce que l'assureur va payer si le risque se matérialise pendant notre période de temps, c'est quand qu'ils vont payer. Parce que c'est sûr qu'ils vont payer. Est-ce que ça peut être déterminé ou c'est vraiment juste au décès ou y a-t-il une période de... Ça dépend du produit. Puis je suis pas un spécialiste des produits, mais grosso modo, dans les assurances vie permanentes, tu as 2 grandes familles. Tu as les assurances vie universelles qui ont une valeur fixe ou tu as des assurances vie entières dont la valeur va augmenter dans le temps. Le capital d'essai va augmenter dans le temps. Puis ces 2 types d'assurances-là, tu as un volet placement à l'intérieur. Puis ce placement-là, il croît à l'abri de l'impôt. Fait que c'est pas juste un outil de maximiser. Quand je parle de maximiser la succession, c'est parce qu'il y a beaucoup de fiscalité à travers tout ça. Essentiellement, dans le fond, c'est que si j'ai une compagnie, un holding, puis que l'entrepreneur ne va pas utiliser tout l'argent qu'il y a là-dedans pour financer son coût de vie à la retraite, ben, si je place une portion de cet argent-là dans un contrat d'assurance vie, au décès, ça va me permettre de sortir l'argent de la compagnie libre d'impôt. Exact. Fait que c'est vraiment là où la magie s'opère. C'est un avantage fiscal, dans le fond, qui fait que le produit d'assurance vie va m'aider à maximiser le net. Le transfert net à la succession, exact. Ce qui est vraiment intéressant avec tout ça, là, c'est qu'il nous devance dans nos invités parce qu'on va avoir une planificatrice financière qui va venir nous parler en détail de la stratégie d'assurance. Puis peut-être que je t'inviterai à échanger. À venir bonifier, mais ça, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on parlait de succession, de transfert, on parle de fiscalité, de coûts. Puis là, on a des stratégies alentour de ça qui peuvent venir s'appliquer pour nous aider à faire un meilleur transfert ou à limiter les. Exemple, de ne pas avoir à vendre un immeuble pour payer des montants d'impôts qui seraient à payer ou des choses comme ça, peu importe. Non, tout à fait. Puis je vais faire du surf là-dessus. Puis c'est une stratégie que la plupart des entrepreneurs ne connaissent pas et qui
est extrêmement puissante. Je ne suis pas un expert en assurance, je connais beaucoup de stratégies. On va voir Christian Van Belus qui va venir parler de ça. Puis Christian travaille avec des clients très fortunés, des clients qui font affaire avec la caisse de dépôt. Donc, dans la stratégie, ils ont besoin d'avoir des polices d'assurance. Puis l'idée là-dedans, c'est de démystifier un peu pertinent. l'assurance et la fiscalité. Parce que les gens au Québec pensent qu'ils sont toujours trop assurés. Ils ne comprennent pas à quoi ça va servir l'assurance. Puis c'est pas nécessairement... Ça peut devenir un très bon levier à ce moment-là. Tu as juste à regarder qui achète le plus d'assurance permanente au Québec puis dans le monde. C'est les gens qui n'en ont pas de besoin. C'est les multimillionnaires. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une stratégie en arrière de ça. Il y a une planification fiscale. Ça s'inscrit dans une planification fiscale. Les mauvaises langues vont dire qu'il y a un coût à ça et tout, mais je veux dire, c'est pas... Mais au même titre qu'on parlait du coût de mettre en place une structure versus le rendement que ça peut nous donner. Tu sais, si j'économise 1 million d'impôts sur ma transaction, mais ça m'a coûté 20-30 000 mettre ma structure en place, c'est quoi ton retour sur investissement? C'est majeur, là. On ne parle pas de 5-6 de rendement. Là. C'est là que le coup de baguette magique s'applique, mais on l'a dit, c'est pas instantané. Exact. Puis c'est la même chose pour l'assurance. Oui, tu peux avoir des primes d'assurance de 100 000 par année, mais c'est quoi le bénéfice? Il ne faut pas juste regarder le coût, il faut regarder le bénéfice. Puis si ça fait en sorte que je lègue 2 millions de plus à mes enfants au décès, ben le jeu en vaut la chandelle. Tu sais, puis tu l'as dit tantôt, puis c'est juste mes amis comptables et fiscalistes qui disent ça. Tu sais, il y a deux choses sûres dans la vie, tu sais, la mort puis l'impôt. Puis l'impôt. Fait que tu sais, dans ce cas-ci, on touche les deux. Tu sais. Puis tu sais, les deux se planifient. Ouais, exactement, les deux. Ben, des fois, non. Ça fait drôle de dire ça. Généralement, ça va oui, se planifier, mais c'est drôle de dire ça, que la mort se planifie, mais effectivement, surtout pour un entrepreneur, surtout pour quelqu'un qui crée de la valeur, des actifs, doit s'assurer de le planifier, right? On ne connaît pas notre date d'expiration, mais on sait que ça va arriver un jour. Fait qu'on peut s'arranger pour transmettre ça de la meilleure possible. Mettons que tu veux défaire les mythes, tu sais, les gens, les objections qui vont te dire « Ah non, je veux pas faire... » C'est quoi qu'ils vont te dire? Comment tu vas venir convaincre quelqu'un de te rencontrer puis de s'asseoir pour parler de ça? On va mettre des chiffres sur la table. C'est Money Talks à la fin de la journée. C'est des mathématiques pures. Là. Voici combien ça coûte, voici combien ça rapporte. C'est simple à la fin de la journée. Quand on a des chiffres devant nous, puis quand on fait des projections financières, parce que moi, à la banque, je travaille beaucoup avec des planificateurs financiers. Quand on fait des projections, puis qu'on intègre un produit d'assurance-vie dans les projections, on voit l'effet sur le bilan successoral au décès. Puis c'est là qu'on voit, avec ce produit-là, oui, ça t'a coûté 100 000 par année sur 10 ans, mais tu lègues 2 millions de plus à tes enfants. Je peux peut-être faire du pouce là-dessus, là, d'une situation qui est arrivée la semaine passée. J'ai un de mes amis, un contact, un investisseur immobilier, qui me disait hey, « As-tu ça dans ton réseau, un bon planificateur financier qui connaît bien l'assurance? » Parce que, tu sais, il y a des planificateurs financiers, puis il y a des planificateurs financiers qui rejettent l'immobilier de la main. Il y en a qui ne font pas vraiment l'assurance, font juste du placement. Puis ils voulaient vraiment regarder, en fait, c'était pour de l'assurance pour ses employés. Puis suite à la rencontre avec la personne que je lui ai référée, qui est Christian qui va être sur les prochains épisodes, il m'est revenu, il m'a dit « Aïe, aïe ». C'est un gars qui est extrêmement intelligent, qui est comptable, qui est connaissant. Il dit « Je pensais jamais que j'étais mal structuré à ce point-là. » Tu sais, souvent, on dit « Ah non, ça va bien, j'ai une petite police, c'est ça. » Mais il y a tellement de stratégies. Puis initialement, il n'allait même pas là pour ça. Tu sais. Puis l'enfant a fait le portrait global, tu sais, le KYC, tout ça. Puis regardé un peu la structure de l'ensemble. Puis il m'a dit aïe, il dit, puis tu sais, je me rappelle, il m'a fait un message vocal, il m'a dit, je comprends pas que je passais à côté de ça pendant 5-10 ans que j'étais en affaires. Il dit, c'est incroyable. Fait que, tu sais, je pense que c'est souvent des choses qu'on oublie, puis c'est excessivement important. Fait que je pense que des fois, ça peut être intéressant de consulter un bon planificateur financier ou un comptable ou des bons comptables, bons fiscalistes qui vont orienter et dire as-tu planifié dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça va être l'air de quoi ta business? Puis, tu sais, il y a une chose aussi qu'il faut comprendre avec l'assurance, là, c'est que ça coûte toujours moins cher le plus jeune possible. Exact, un coût d'opportunité qui peut être énorme. Là. JP, je veux faire parler à lui. Moi, j'ai le bras levé depuis tantôt. J'essaie de te parler. Il n'y a pas personne qui a vu ça, mais je te laisse aller dans ton discours. Moi, la question que j'ai, c'est que depuis tantôt, on parle, mettons, les gens qui ont des valeurs. Tu sais, Olivier travaille avec des clients de haute valeur, puis des very high value, puis tout ça. Mais moi, je suis un petit entrepreneur. Je ne vaux pas des millions. Comment je fais pour aller rencontrer quelqu'un qui va me donner ces conseils-là? Tu sais, à quel niveau que je vais rencontrer est-ce que c'est juste en engageant quelqu'un au privé? Est-ce que je suis obligé de faire partie de la gestion privée de la Banque de Montréal ou de l'autre banque compétitrice à toi qui aura aussi des services similaires? Je veux dire, comment est-ce que moi, je peux aller à courte échelle aller chercher un aide comme ça?
Écoute, il y a plusieurs bureaux comptables qui offrent ce genre de service-là, de plus en plus même, parce que justement, on est dans un ère de transfert d'entreprise. Fait qu'il y a vraiment une niche dans la planification financière intégrée. Fait qu'il y a de plus en plus de bureaux comptables qui font ça. Sinon, c'est sûr, il y a des fiscalistes au privé aussi. Sinon, la plupart des institutions financières ont ce genre de service-là qui fait partie d'être client de la gestion privée. Mais comme je disais, tantôt, être client de la gestion privée, c'est pas juste d'avoir 1 million en actifs investissables. Ça peut aussi être avoir 1 million en emprunt. Fait que ça peut être l'hypothèque sur ta maison, des prêts personnels. Fait que même quand on est en début de vie et qu'on n'a pas nécessairement accumulé beaucoup, le fait qu'on ait des grosses dettes envers la banque, on est un client payant envers la banque, fait que la banque déploie ce genre de service-là dans son offre de service. Est-ce que mes dettes entreprises, immobilières, personnelles peuvent toutes combiner à ça, même s'ils ne sont pas toutes avec la même institution, s'ils sont répartis sur plusieurs institutions? C'est sûr que la banque va regarder ça d'un œil. Il y a une opportunité d'aller consolider ce qu'il y a ailleurs chez nous. Fait que oui, peut-être qu'ils vont mettre les ressources pour. Faut tout qu'on fasse de la business, on s'entend. C'est ça, ils sont pas en affaires. Les banques sont pas en affaires pour ils sont pas là pour les beaux yeux des gens, ça c'est clair. Les maudits banquiers, hein? Ils sont tous pareils. Une chance que je peux un banquier. Hein, mais en fait, je pense que c'est bon de le mentionner parce que des fois, on dit 1 million, mais 1 million, mettons, d'hypothèque, on s'entend qu'en immobilier, ça va très vite. Là, avec le marché en ce moment, ça va très vite. C'est incroyable. Fait que, ce que tu dis, dans le fond, c'est que n'importe qui est en investissement immobilier, qui a moindrement quelques propriétés, peut être accessible à avoir rentré dans la structure. Évidemment, eux vont faire peut-être de la business à plus long terme, puis commencer à accompagner le client pour peut-être la vente, évidemment. Puis ça met un peu la table pour le prochain sujet, l'investissement immobilier ou l'investissement sur les marchés. Fait que là, eux, la boule de cristal. Là, non, mais en fait, c'est... Non, mais souvent aussi, les entrepreneurs... on parlait tantôt de propriétaires immobiliers qui sont asset rich, cash poor, mais c'est la même chose pour les entrepreneurs. Souvent, les entrepreneurs, ils ont 50, 60 ans, ils n'ont pas de REER, ils n'ont pas de CELI. Tout est dans la valeur de la business qui n'est pas vendue. Business. Ouais. Fait que c'est un coup de dé aussi pour la banque de te dire on va mettre des ressources pour accompagner cette personne-là pour qu'on soit top of mind quand ils vont passer à la caisse. Puis j'ai un exemple récemment. On a travaillé avec un client, une structure super complexe. Il y a des business en Irlande, aux États-Unis, ici. Puis quand on a travaillé le dossier, c'était un dossier de 500 000 qui est un petit dossier pour le genre de clientèle qu'on fait d'habitude. Mais 2 ans plus tard, Crime, il a reçu une lettre d'intention. Il va vendre sa business 70 millions. Puis c'est qui la première personne qui a appelé? Ben, c'est nous autres. Wow. C'est belle histoire de succès, ça, par exemple. C'est sharp. C'est ça. Il faut mettre les efforts. C'est pas nécessairement est-ce que tu te qualifies aujourd'hui, mais c'est de voir le potentiel futur aussi là, en termes d'opportunités. Fait que là, toi, mettons, Olivier, t'es un banquier. T'es un avocat fiscaliste, puis tu trouves être un peu... mais c'est un investisseur aussi, là. Attends, il y a 2 chapeaux, lui, là. C'est ça. Mais là, tu sais, j'aime quand même mon jeu, je vais le reploguer. Je veux que tu joues l'avocat du diable. C'est bon. Comment tu vois ça, toi, en tant qu'avocat fiscaliste? Évidemment, le fiscaliste fait aussi une planification... tu fais pas de la planification financière, mais tu fais de la planification fiscale. Puis, j'imagine que tu prônes aussi la diversité. C'est quoi ton cue, toi, là-dessus, sur... les gens, souvent, il y a un peu une petite guéguerre. Là, on va faire... Il y a les investisseurs immobiliers, là, puis il y a les investisseurs sur les marchés. Là. Puis là, chacun dit non, moi c'est meilleur, toi c'est meilleur. Fait que là, toi, c'est quoi ton. Toi, t'es comme les deux. Fait que. Ouais, mais écoute, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur de généraliser. Parce que, écoute, c'est 2 classes d'actifs complètement différentes puis très, très vastes. Puis tu peux faire des bons coups à la bourse comme tu peux faire des mauvais coups à la bourse. Puis tu peux faire des bons coups en immobilier comme tu peux faire des mauvais coups en immobilier. Ça, c'est clair. On parlait tantôt, l'immobilier, c'est pas passif. Moi, je pense que la première différence, c'est le niveau d'implication que tu vas avoir dans tes investissements. Est-ce que tu veux avoir les 2 mains dedans? Est-ce que tu vas avoir une main sur le volant, 2 mains sur le volant ou pas pantoute? C'est sûr que la bourse, c'est un peu plus un pilote automatique que de l'immobilier où il faut que tu gères des locataires, il faut que tu gères des problèmes, plomberie, électricité, vice-versa. Fait que la première des choses, c'est... Tu connais pas ton gestionnaire de fonds, tu connais pas l'entrepreneur dans lequel tu investis. C'est sûr. En termes de risque, moi, je pense que c'est beaucoup plus risqué la bourse pour ces raisons-là. C'est pas toi qui contrôle, tu n'as pas les 2 mains sur le volant. Tandis que ton immeuble, tu as analysé les chiffres. Même si le marché peut t'amener dans une direction ou une autre, il reste que ton cash flow puis ta capitalisation
c'est assez certain. C'est comme du revenu fixe, moi, dans ma tête. Là. C'est comme des obligations. Tu irais en proportion? Question de même. Je pense que quelqu'un qui a vraiment un appétit dans la vie va se construire une valeur nette plus élevée plus rapidement avec l'immobilier en début de vie. Puis en fin de vie, quand il va être tanné de gérer tout ça, il va peut-être vendre, puis il va peut-être plus s'en aller sur le pilote automatique puis mettre des choses à la bourse. Mais tu peux faire des excellents moves aussi à la bourse. Là. Récemment, j'ai parlé à un client à la banque, un gars qui investit dans la crypto-monnaie, early stage là, sur Kickstarter. Qui a fait du mining puis tout, là, puis il a mis fait, 20 000 dans un coin. On parle de ça il y a plusieurs années, alors que ça valait des dizaines de cents. Puis ce coin-là, aujourd'hui, vaut 2000 $. Fait que son 20 000 s'est transformé en plusieurs centaines de millions. Fait que, ça, c'est un coup de circuit. Ouais, mais c'est des coups de dé, comme les gens qui ont acheté Tesla, qui l'ont attendu, qui l'ont vendu il n'y a pas longtemps. Mais si on parle... Ça, c'est mettre l'argent sur le 18 noir. Là, je veux dire, c'est pas... t'attends que la roulette elle tombe dessus. Je dis, mais règle générale, on n'est pas tous des spéculateurs, puis on n'est pas tous des gens qui lisent des marchés fondamentaux et tout. Fait que, tu sais, si t'es pas un cowboy comme ça qui veut faire des all-in à chaque main... on ne suggère pas ça à tout le monde ici à l'écoute. Hein? Non, vraiment pas. Tu peux espérer des rendements entre 5 et 10 % disons, annualisés à la bourse là, en moyenne. C'est sûr que la bourse, ça va en dents de scie, là, mais je pense que c'est une bonne règle du pouce, tandis qu'en immobilier, c'est quand même relativement facile de battre ce genre de rendement-là, mais il faut mettre du jus de bras. Puis, tu sais, j'ai goût de faire du pouce là-dessus, puis c'est une question qui, en fait, j'adore poser, puis je vais la poser tout au long de la saison à différents intervenants, tu sais. Souvent, on compare les marchés avec l'immobilier, puis j'interviens souvent dans, puis on va avoir Youssef, là, qui est Galache, qui est le fondateur du groupe L'argent ne dort jamais, puis on voit souvent cette question-là, puis il y a des investisseurs qui sont sur sa page, puis vice-versa, on fait du partenariat ensemble pour donner de l'information, puis on voit souvent des commentaires, justement, par rapport à elle a changé la toilette, ça. Moi, je pense qu'il y a un autre point qu'on n'a pas mentionné, puis je pense qu'il est important de mentionner aussi, c'est l'effet du levier. Tu en as parlé tantôt. Mm-hmm. Il y a un effet de levier qu'on peut faire en placement, mais jamais comme... Le fait d'acquérir des propriétés de plusieurs millions de dollars avec quand même très peu de fonds quand c'est bien fait. Puis encore là, une fois, on a parlé la semaine passée, Michel l'avait dit, la formation, c'est hyper important. Ben c'est la même chose. Je pense que c'est pas n'importe qui. Puis on parlait de coup de circuit. On vend beaucoup de succès instantané. On le voit aussi, ça peuple les nouvelles ces derniers temps, où d'aller trop vite, trop la pensée magique. Tu sais, mais Olivier nous disait tantôt, succès instantané, c'est pas ça, c'est planification du futur à long terme. Encore une fois, on revient sur ce sujet-là. Hein, ça va revenir, je pense, à chaque épisode. Puis j'aime la tangente qu'on voit au niveau des entrepreneurs. C'est ça qui est... Merci Olivier de partager ce feeling-là. Puis en fait, c'est pour ça le show. C'est d'arrêter de dire que tout va venir rapidement, facilement. Les publicités, là, devenir millionnaire, puis le nombre de portes, puis c'est puis ça. La vraie vie, que ce soit à la bourse, il peut y avoir des beaux succès. Je suis sûr que tu vois des beaux clashs aussi, ou des gens qui ont dit hey, moi, j'en ai perdu 200, 300, 400, 500 000, soit à la bourse, soit en affaires, des mauvais moves. On avait Michel la semaine passée qui nous disait qu'il avait perdu 100 000. 100 000, ouais, bang, merci, bonsoir. Puis, fait que je pense que si on peut donner un conseil, c'est de faire attention. Puis, je pense que la finalité de cette question-là, c'est votre réponse favorite, les fiscalistes, ça dépend. Ouais, ça dépend. Mettons, tu as un entrepreneur devant toi, tu te repars, il y a un jeune entrepreneur devant toi, il est là, puis tu as le goût de dire de quoi? C'est quoi tu lui dis? Comme je disais tantôt, de bien s'entourer. Plus on apprend de choses dans la vie, plus on se rend compte qu'on ne connaît pas grand-chose. Puis c'est pas parce qu'on sort de l'école puis qu'on a un métier puis qu'on est membre d'un ordre professionnel que ça s'arrête puis il faut arrêter de se former. Je pense que il y a tellement de choses à apprendre dans la vie. Puis je pense que les gens qui réussissent financièrement parlant, c'est des gens qui ont acquis des compétences toute leur vie. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut continuellement apprendre. Déjà la fin. Ça arrive. On arrête là-dessus. C'est comme trop. Mais là, on n'arrêtera pas. Là. La semaine passée, moi, j'ai fini en demandant à Michel c'était quoi son prochaine destination. Je peux pas faire ça, mais avec Olivier, j'ai goût de dire Olivier, tu es nouvellement papa, tu sais ta vie. C'est quoi ta prochaine grosse dépense, là? C'est quoi ton prochain luxe, ton prochain voyage. cadeau, là, un gros voyage?
Good. C'est quand le prochain voyage? C'est ça la question. La dans le question, fond. mais là, on le saura jamais. Tu sais. On va le savoir bientôt. Je ne vais pas dire jamais, hein, évidemment. Bon, c'est ce qui conclut le show, malheureusement. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous deux. Merci à François d'avoir été là en co-animation. Des super bonnes questions. Olivier, ton partage d'informations. Si les gens veulent te contacter, Olivier, ils peuvent te contacter où? Écoute, je suis un peu partout. LinkedIn, Facebook, Instagram même. Excellent, super. Merci à tous pour votre écoute. On se voit la semaine prochaine. En fait, on s'entend la semaine prochaine. On s'entend la semaine prochaine. Puis au 13e étage, on va parler des vraies affaires.